Salut, je m'appelle Gurvan et je suis étudiant. Il y a quelques semaines, j'ai commencé mes recherches sur la santé-environnement. Alors j'ai appris que l'environnement agissait en permanence de façon positive ou négative sur notre santé. Alors j'ai beaucoup de questions à poser car je veux comprendre à quoi va ressembler mon futur de professionnel de santé et je suis sûr que vous aussi, vous vous posez ces questions. Que se passe-t-il autour de nous, par exemple quand on travaille chez un patient ou à l'hôpital ou en cabinet? Eh bien pour comprendre ça, je vous emmène à la rencontre de professionnels de santé pour parler de la qualité de l'air intérieur. Alors pour commencer, je vais appeler Sophie Frein. Elle est infirmière et elle intervient au domicile des patients en tant que conseillère médicale en environnement intérieur. Alors souvenez-vous, j'avais déjà échangé avec elle lors de mes premières recherches sur le sujet. Je l'ai donc de nouveau contactée pour en apprendre plus sur son métier et sur les bonnes pratiques à adopter quand on parle d'environnement intérieur. Bonjour Sophie Frein. Bonjour Gurvan. Ça va ? Période un peu compliquée, mais ça va très très bien, merci. Alors Sophie Frein, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous m'aviez parlé de votre métier en tant que conseillère médicale en environnement intérieur. Vous revenez justement d'une visite au domicile de l'un de vos patients. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce métier ? Alors il y a vraiment toute une partie audit parce que parfois on est dans la recherche en fait d'une causalité d'une pathologie. Ce matin, typiquement, la personne a un problème de santé lié à une moisissure et le but était que je réussisse à savoir comment elle avait pu être exposée. Et est-ce que vous pourriez me donner d'autres exemples de situations que vous rencontrez ? Je peux même vous présenter quelques photos si vous êtes intéressé. Ok. Par exemple, celle-ci, là c'était des infiltrations d'eau. Vous voyez les dégâts que ça peut apporter si on n'y remédie pas assez rapidement. Si on sort un peu des moisissures dans cette chambre-là où on a beaucoup de peluches, tous ces jouets qui ne sont pas rangés, un gros tapis alors que l'enfant est allergique aux acariens et qu'on sait que les enfants y jouent beaucoup par terre. Typiquement, là, très très vite, on a des clés sur ce qui va être un facteur aggravant de son asthme et de son allergie et de ce qu'on peut mettre en place très facilement pour améliorer les choses. Là, plus sur les produits d'entretien. Là, j'ai le placard avant-après ma venue. Donc, du coup, je trouve ça assez sympathique qu'ils soient contents d'avoir mis des choses en place et surtout qu'ils aient envie de continuer à échanger sur les bonnes pratiques qu'ils ont réussi à intégrer. Toujours, il y a une graduation dans les conseils qu'on peut porter en fonction de ce que la personne va être capable de mettre en place. Donc, il y a l'idéal, en tout cas mon idéal à moi, en fonction des recommandations sanitaires. Et puis après, on va essayer d'adapter ce qu'on recommande à ce que le patient ou la personne va être capable de mettre en place. Alors je comprends qu'il faut adapter les conseils en fonction de la pathologie du patient ou de la patiente et de sa capacité à agir. Est-ce que le conseil médical en environnement intérieur, c'est une forme d'éducation thérapeutique ? Alors on est complètement dans l'éducation thérapeutique puisqu'on adapte. L'idée, c'est de ne pas arriver avec une liste de recommandations. C'est vraiment, je vais adapter mes conseils à la pathologie, parce que c'est ça aussi. On ne va pas conseiller de la même façon à un patient allergique aux acariens et une personne qui ne l'est pas. Les conseils ne vont pas du tout être les mêmes. On va l'adapter à sa façon d'être, à sa façon de faire. Alors si j'exerce dans mon cabinet, je pourrais aussi choisir les produits d'entretien que j'utilise. Par contre, comment est-ce que ça se passe à l'hôpital ? C'est plus les directions d'hôpitaux qui doivent être sensibilisées sur l'achat en fait, à avoir, sachant qu'en plus à l'hôpital, on va avoir des obligations de résultats qu'on n'a pas du tout au domicile. Et ça, c'est important aussi parce que, bien évidemment, on se rappelle que votre logement n'est pas l'hôpital. Donc, vous n'avez pas du tout à avoir ce besoin d'être sceptique à votre domicile comme vous avez ce besoin à l'hôpital. Et est-ce que moi, en tant que futur professionnel de santé, je peux envisager de faire la même chose que vous ? Alors, si vous avez envie de devenir conseiller médical en environnement intérieur, il faut vous inscrire au DIU de santé respiratoire et habitat. Donc, il n'y a pas que les personnes qui font des études d'infirmière. Vous pouvez très bien, parce que vous êtes intéressé pour conseiller vos patients dans vos études ou suite à vos études, suivre cette formation.
Et votre expertise, elle vous permettra en fait d'intervenir, par exemple en éducation thérapeutique, sur cette problématique santé environnementale, mais ça vous servira aussi dans votre quotidien de professionnel de santé. Merci beaucoup pour ces explications et merci d'avoir partagé avec moi ces quelques cas concrets. Ça m'a rassuré d'en savoir plus sur le conseil médical en environnement intérieur. Est-ce que vous pourriez me conseiller, pour terminer, une bonne pratique pour bien démarrer ma carrière ? Une chose que vous pouvez faire au quotidien, c'est aérer votre habitat, les locaux où vous travaillez. Donc ça c'est la première initiative que vous pouvez intégrer. Merci Sophie Frein de m'avoir donné cet aperçu de votre quotidien. Ça m'a donné envie de poursuivre mes recherches en santé-environnement. Merci à vous et bon courage pour la fin de vos études. Merci. Au revoir. Alors, je vais à présent rappeler le professeur Jean-Pierre Gagneux du CHU de Rennes pour avoir plus de détails sur les études qu'il a coordonnées sur le risque dit domiciliaire, c'est-à-dire au domicile des patients et dans les établissements de santé. Bonjour professeur. Bonjour. Alors j'ai eu un entretien avec Sophie Frein. Elle m'a montré des photos de moisissures dans les logements où elle intervient. Est-ce que vous, en tant qu'expert en mycologie, vous pourriez m'expliquer ce que sont les moisissures et quelles sont les conditions qui favorisent leur développement ? Alors les moisissures, c'est un sujet passionnant, hein, même si ça peut paraître un peu basique, mais en fait, ce sont des micro-organismes qui sont évolués. C'est ce qu'on appelle des eucaryotes. Hein. Ils sont beaucoup plus proches de nous que les bactéries, par exemple. Et ces moisissures, on les rencontre en permanence. Elles sont dans notre environnement, elles sont sur les surfaces. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que s'il y a de l'humidité qui augmente de manière anormale, alors les moisissures qui sont habituellement sous forme de spores vont se multiplier. Là, par exemple, sur cette image, vous voyez à quoi ressemble une culture de moisissure. En fait, c'est ce qui pousse sur votre citron, par exemple, qui est en train de moisir dans votre cuisine. Hein. Donc, si on regarde d'un point de vue microscopique, eh bien, c'est un peu comme un pissenlit. Ça va libérer des centaines et des centaines de spores dans l'environnement. C'est pour ça que, par exemple, dans l'air qu'on respire, là, aujourd'hui, dans cette pièce, eh bien, il y a à peu près 2 à 3 spores d'aspergillus par mètre cube d'air. Alors vous me dites que les moisissures se multiplient dans des environnements humides. J'ai notamment entendu parler des habitats indignes et de la précarité énergétique. Il y a malheureusement beaucoup de logements étudiants qui sont concernés. Comment est-ce qu'une personne qui se retrouve dans cette situation peut lutter contre les moisissures alors qu'elles ne peuvent à peine se chauffer ou sécher leur linge ? Donc là, c'est une situation qui est complexe et qui va impliquer les propriétaires et la mise en place de travaux. Par contre, associé à ça, il faut bien savoir qu'on est tous acteurs et donc il y a des mesures de bon sens qui peuvent aussi permettre de diminuer la présence de moisissures. Ça correspond à quoi ? Ça correspond à une bonne ventilation du logement, à une bonne aération. Hein, ça ne coûte rien d'ouvrir sa fenêtre tous les jours. Donc ça, il faut faire attention à ces mesures. Et faire en sorte qu'on diminue au maximum l'humidité par des mesures de bon sens en plus des mesures liées au bâtiment. Alors en faisant des recherches, j'ai vu que vous aviez participé à une étude dédiée à la qualité de l'air en milieu hospitalier. Est-ce que vous avez été surpris de certains résultats ? Alors oui, ce qui nous a surpris, c'est qu'en fait, alors qu'on a étudié un panel très large à la fois de composés chimiques, de mesures physiques et de mesures de micro-organismes, eh bien, ce qu'on a observé, c'est des valeurs qui sont particulièrement faibles, particulièrement basses, bien inférieures à ce qu'on va retrouver dans les écoles, bien inférieures à ce qu'on va retrouver dans les piscines et parfois inférieures à ce qu'on retrouve au niveau des domiciles. Parce qu'en fait, il y a des systèmes de ventilation qui sont finalement très performants à l'hôpital. Alors du coup, j'ai envie de vous demander si vous avez aussi étudié l'air intérieur dans d'autres environnements liés à la santé, comme par exemple les cabinets de soins. Je ne sais pas si vous avez des bonnes pratiques à me conseiller selon le lieu d'exercice des professionnels. On est en train de décliner cette étude également dans des structures qui reçoivent des patients en ville, cabinets de médecine générale, officines, pharmacies, cabinets dentaires, et même au niveau des EHPAD. Et en fait, là, on voit qu'on est dans des structures qui n'ont pas le même niveau de ventilation que l'hôpital, et donc vous avez tout intérêt à être très vigilant sur la façon dont vont se faire la ventilation, l'aération, l'usage des produits chimiques du fait de votre activité professionnelle, ou bien l'usage de produits chimiques pour les nettoyants de sol ou les solutés hydroalcooliques. Donc, ce sont des éléments, oui, qu'il va falloir, et des mesures de prévention qu'il va falloir décliner.
si vous voulez assurer une qualité de l'air importante dans votre futur environnement pour vous et pour vos patients. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Gagnon de m'avoir de nouveau consacré du temps. Je vais aller lire les études dont vous m'avez parlé pour bien comprendre les enjeux de chaque environnement. Bien, merci à vous et puis bon courage dans votre future vie professionnelle. Merci beaucoup, professeur. À chaque fois que je parle de santé-environnement, ça remet en cause tellement de choses dans ma manière de penser et d'agir. Alors si c'est pareil pour vous, il faut qu'on continue l'aventure ensemble. Le prochain sujet que je veux explorer, c'est l'eau en Bretagne. Je vous dis donc à très bientôt.